missile, magique. Magique, bouteille en place, verrouillée. Ouvert. Et l'heure. Donc les moteurs, pas de soucis. Impeccable. Gouverne correct. Dessus de l'avion. On y fait la bouteille en place. Ok. Voilà, bidon, bouteille, une sécurité. Parfait. Et le missile, impeccable. Bon, bah c'est tout bon. On va y aller. Ok, on s'installe. Ok, c'est parti. Le combat aérien a conquis ses lettres de noblesse pendant la Seconde Guerre mondiale sur les avions de chasse à hélice. Très empirique à ses débuts, l'aviation militaire mettait alors à rude épreuve les pilotes qui devaient lutter dans le ciel et attaquer les cibles ennemies avec des appareils réduits à un moteur et des canons ou des bombes. L'après-guerre a rapidement engendré une nouvelle race d'avions de combat, comme les MiG russes. L'arrivée du réacteur a d'abord permis d'atteindre des vitesses supersoniques, mais également des altitudes interdites par l'hélice. La guerre froide qui s'engage ensuite entre les deux blocs motivera une évolution rapide de l'aviation de chasse. Chaque camp s'organise pour interdire à l'autre le survol de son territoire. L'invention du radar de veille et d'interception permet alors de défendre ou d'attaquer par tous les temps. Du côté soviétique, les Russes sortent le très puissant MiG-23, dont la voilure à flèche variable lui ouvre les très hautes vitesses. En Europe, la France s'équipe de chasseurs Mirage 3 à voilure Delta fournis par la firme Dassault. Il remplit les missions de défense aérienne et d'attaque en profondeur. Sur les ordres du général de Gaulle, les ingénieurs conçoivent le biréacteur Mirage 4 pour porter l'arme nucléaire. Il atteint Mach 2,2. La série des avions Dassault s'enrichit dans les années 70 d'un nouvel appareil polyvalent, le Mirage F1 à voilure en flèche. Il remplace une partie des Mirage 3. L'avionneur étudie même une version expérimentale à flèche variable, mais n'obtient aucune commande étatique. De plus en plus cher, les avions de chasse commencent à rogner les budgets de la défense. Les Européens cherchent donc à coopérer pour réduire le coût de leurs avions. La France s'associe aux Britanniques pour concevoir le Jaguar, un biréacteur rustique dédié au bombardement à basse altitude. Soucieux de leur neutralité, les Suédois produisent seuls une lignée d'avions de combat comme le Viggen. Son constructeur, Saab, l'a doté d'une voilure Delta et de plans canards à l'avant pour lui permettre de décoller sur une faible distance. Les aviateurs suédois, inquiets de voir leurs pistes détruites par les bombardements russes, veulent pouvoir opérer à partir de routes de campagne. L'efficacité de la combinaison voilure Delta et plan canard séduit les Israéliens qui l'adoptent pour leur Kfir,
C'est un Mirage 3 transformé à la suite d'un embargo français envers Israël. Les canards ont dopé les performances du Mirage 3 au décollage et en combat tournoyant. Mais l'aviation doit s'adapter une nouvelle fois à la guerre moderne. L'électronique fait petit à petit son apparition dans les cockpits. Les Américains, qui dominent l'aviation militaire depuis 1945, sortent le F-15, un intercepteur pur sang doté d'équipements sophistiqués. Sa puissance et ses qualités de vol phénoménales en font rapidement la référence mondiale. Devant le succès de son Eagle, McDonnell Douglas déclinera une version d'attaque au sol, le Strike Eagle. Avec cette génération de chasseurs, le pilote dispose de nouvelles aides à la conduite de l'avion, à la navigation, mais surtout à l'exécution des missions. Des écrans lui affichent toutes les informations sur l'état de sa machine, ainsi que la localisation de ses ennemis. L'autre avionneur américain, Lockheed, répond au F-15 avec son F-16 Falcon. Quand il sort, le petit monoréacteur est le chasseur le plus agile du monde. Ses commandes de vol électrique lui ouvrent des domaines de vol jusqu'alors inexplorés. Sa manœuvrabilité en fait un appareil redoutable en combat rapproché au canon. Grâce à ses missiles et son radar, il peut aussi abattre son ennemi à longue distance. Pour se protéger de la menace à l'Est, les Britanniques, les Allemands et les Italiens développent en coopération un nouveau chasseur, le Tornado. Piètre intercepteur en altitude, c'est en revanche un excellent bombardier. Sa robustesse, ses 2 réacteurs et sa voilure à flèche variable conviennent parfaitement à la pénétration à basse altitude dans les fonds de vallée. Les cabines de pilotage deviennent de plus en plus complexes, comme les théâtres d'opération. Le perfectionnement des radars, des moteurs et des missiles augmente la portée des chasseurs et leur zone de couverture. Le FA-18 américain figure également parmi les meilleurs chasseurs de cette époque. Il opère à partir des porte-avions de l'US Navy et assure de nombreuses missions air-sol. Plusieurs pays, comme l'Australie, l'achètent pour équiper leur armée de l'air d'avions polyvalents. Dans les années 70, la France demande à Dassault de lui dessiner un intercepteur moderne, le Mirage 2000. L'avionneur reprend le concept de la voilure Delta du Mirage 3, mais y ajoute la technologie révolutionnaire des commandes de vol électrique. Son agilité est comparable à celle du F-16 et il embarque des systèmes électroniques performants. Dassault conçoit un biréacteur de la classe F-15 muni de plans canards fixés. Ce Mirage 4000 préfigure le Rafale. Les Russes ne sont pas en reste. Ils innovent même avec le MiG-29, un pitoyable adversaire des chasseurs occidentaux grâce à sa puissance et ses qualités de vol.
Les pilotes français apprécient le Mirage 2000 dans ses différentes versions air-air et air-sol. Mais les militaires préparent déjà la relève. Le programme Rafale est né il y a un certain nombre d'années, en particulier en 1975, lorsque les opérationnels français de l'état-major ont défini leurs besoins opérationnels pour la fin de ce siècle. Des études ont commencé et nous avons proposé que ces études fassent l'objet d'un avion expérimental que nous avons baptisé ACX. En 1979, les pays européens ont souhaité se joindre à la France et nous avons commencé à travailler à 5 pays. La Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la France, avec des besoins opérationnels affichés comme étant communs à ces 5 pays. Malheureusement, il est assez vite apparu que ces besoins opérationnels étaient très différents. Pourquoi? La France voulait un avion polyvalent, capable de remplacer à la fois ses intercepteurs et ses avions d'attaque au sol, c'est-à-dire ses Mirage F1 et ses Jaguars, et voulait également un avion capable d'aller sur le porte-avions, donc un avion embarqué, alors que nos amis européens, eux, voulaient simplement un successeur de leur intercepteur de type Tornado ou Fantôme en Allemagne. Il y avait donc une divergence fondamentale de vue sur les besoins opérationnels. Et c'est ce qui a conduit, en 1985, à faire le constat que les besoins étant différents, eh bien, nous ne pouvions pas arriver à une solution commune. Et en 1985, la France a décidé de continuer sur son besoin initial sa propre aventure avec le Rafale, tandis que les autres pays se sont rejoints dans l'Eurofighter. Lorsque l'on examine les besoins opérationnels exprimés par l'armée de l'air française, mais également exprimés par de nombreux clients à l'exportation, car je vous rappelle que nous sommes présents dans 32 pays avec les avions français de chasse, avec les avions d'assaut, eh bien, on constate que le besoin opérationnel, c'est pour un avion qui est capable à la fois de faire de l'air-air, de l'air-sol et de l'air-mer. Et ceci trouve tout à fait sa place à côté et en complément du Mirage 2000. Le choix fait par l'état-major français, c'est donc à terme d'avoir un avion unique capable de remplacer tous les avions qu'elle avait dans sa panoplie. Alors ceci nous amène à la configuration du Rafale, donc un avion polyvalent, nous disons d'ailleurs aujourd'hui omnivalent, ce qui n'est pas un terme omnirôle, ce qui est un terme un petit peu compliqué mais qui atteste de toutes les capacités de cet avion dans tous les domaines. Et il est le seul et l'unique à faire tout ça. La France a aujourd'hui 2 types de Mirage 2000, un intercepteur et un avion d'attaque au sol. Ces 2 avions sont différents, ils sont en service dans la France. Le Rafale, à lui tout seul, est capable, à terme, de faire sur un seul avion les 2 types de missions. Et c'est ça la clé du programme Rafale. Un avion capable de faire dans le même vol, à la fois de l'interception, mais en même temps du suivi de terrain à très basse altitude. Aucun avion au monde ne fait ça. Et c'est toute la vertu, je crois, pour les opérationnels, des choix qu'ils ont effectués. Assez vite, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de nos clients à exportation avaient ce même type de problème. Remplacer plusieurs types d'avions par un seul, pour des raisons évidentes d'économie, d'achat, d'économie, de soutien, d'économie au cours de la vie opérationnelle de l'avion. Et c'est toute la clé du programme Rafale, c'est ses capacités de faire toutes ces missions sur un seul type d'avion. Bien, pour donner au Rafale sa pleine capacité opérationnelle, nous avons fait 2 choses. Premièrement, nous avons rendu la plateforme très facilement pilotable. Savez-vous que cet avion a une vitesse d'approche qui est celle d'un avion école? D'ailleurs, il nous faut cela pour aller sur le porte-avions. Mais en même temps, il peut aller très vite. Grâce à ces commandes de vol électriques, le pilote et l'équipage est dans une situation où la conduite de l'avion est quelque chose de simple. C'est voulu de façon à lui permettre de consacrer toute son énergie, toute son attention à l'utilisation des systèmes opérationnels de bord. Car ces systèmes sont très importants à bord de l'avion. En gros, toute l'électronique, c'est-à-dire le radar, le système de contre-mesure, de guerre électronique, les systèmes optroniques de vision de l'ennemi, ou bien tous les moyens qui permettent à l'avion de recevoir des informations en provenance des radars de surveillance, d'où qu'ils soient, tout ce qui contribue à donner à l'équipage les paramètres nécessaires au succès de sa mission, eh bien tout ceci correspond à une quantité d'électronique importante à bord. Quand on regarde la part de l'électronique dans le prix de l'avion, elle est de l'ordre de 40%. Et il y a 40% de l'avion qui est de l'électronique. Donc,
avec les missiles, avec les armements extérieurs, ceci représente une part importante. Cette électronique, dans le cas du Rafale, est principalement réalisée par le groupe Thales, anciennement Thomson CSF, et les armements sont principalement réalisés par le groupe Matra et Aérospatial pour les missiles air-sol et missiles air-mer. Lorsque l'on regarde le déroulement du programme Rafale, on est à la fois très content et un peu frustré. Très content pourquoi ? Cet avion, l'avion expérimental, à partir du moment où nous avons pris la décision de le faire, après des études préliminaires, nous avons mis 27 mois pour le fabriquer et il a été mis en vol très rapidement. Il a volé en supersonique dès son premier vol malgré toutes ces nouveautés et nous avons fait en 3 ans un taux de vol record.